Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde organisée par la JSPI. Donc la JSPI, c'est l'association des journalistes scientifiques pour la presse d'information, donc dans laquelle je suis membre du bureau. Et donc voilà, j'invite tous les journalistes et étudiants qui s'intéressent aux sciences à candidater pour nous rejoindre. On accueille beaucoup de monde et on fait pas mal d'événements donc autour d'échanges avec des scientifiques, entre journalistes. On organise aussi des visites de laboratoires, des voyages, des formations. Donc voilà, une association très dynamique. On a notre présidente aujourd'hui, Carole, au premier rang, et Charles, le vice-président. Donc si vous voulez des informations à la suite de la table ronde, ce sera avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Benoît Tonson et je suis par ailleurs journaliste pour The Conversation France. Et donc, on va parler dans cette table ronde des sciences au service des enquêtes. On aura plus ou moins deux parties dans cette table ronde, puisqu'on a décidé de parler à la fois de génétique d'ADN, donc une technologie assez mature, assez puissante, aujourd'hui très utilisée. Et aussi, la nouvelle techno qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup scientifiquement, médiatiquement. On va essayer de faire le point sur ce qui est déjà utilisé aujourd'hui et sur les pistes de recherche. Donc pour répondre à mes questions et aux vôtres, on a avec nous Laurent Penn, juste à côté de moi, qui est sous-directeur adjoint du numérique de la biométrie au Service national de police scientifique, ancien expert judiciaire en analyse génétique. À sa droite, Johan Naba, bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université Bordeaux-Montaigne et votre thèse portait sur les fichiers de police et justice et libertés fondamentales. Vous avez aussi beaucoup publié dans The Conversation, donc vous pouvez aller lire ces articles. Et tout à droite, Frédéric Brard, colonel Frédéric Brard, bonjour. Vous êtes directeur de l'enseignement et de la recherche au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et expert en empreintes génétiques. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire deux parties à cette table ronde. Donc analyse génétique, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Vous pouvez d'ores et déjà les préparer. Et puis une deuxième partie plutôt autour de l'IA. Et on fera aussi un deuxième round de questions à ce moment-là. On est ensemble pour 1h30, donc on a le temps. Donc voilà, pour commencer ce premier tour de table, Laurent, je vais vous demander déjà de nous expliquer qu'est-ce qu'un expert en génétique et en empreinte génétique. Donc, bonjour à tous. Donc, un expert en empreinte génétique, c'est la personne qui prend la responsabilité de signer des rapports. Donc aujourd'hui, produire des résultats génétiques dans un laboratoire de police scientifique ou de criminalistique, c'est un travail d'équipe. Il y a toute une équipe qui travaille autour de cette thématique. Mais par contre, il faut qu'il y ait une seule personne qui prenne la responsabilité d'assurer que les résultats soient fiables et aient obtenus dans des conditions qui sont en plus liées à des réglementations, par exemple ce qu'on appelle l'accréditation des laboratoires. Donc voilà, un expert, c'est quelqu'un qui a le recul pour définir la stratégie de prélèvement sur des pièces à conviction, sur des scellés, et ensuite qui va valider les résultats, faire parfois de l'interprétation, et donc signer le rapport d'analyse qui va être ensuite envoyé soit aux magistrats, soit aux OPJ, aux enquêteurs qui ont demandé les analyses. Johan, je le disais, vous avez passé votre thèse sur les fichiers de police. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme activité de recherche ? Alors bonjour à tous, merci. Alors, effectivement, j'ai soutenu ma thèse en 2023 sur les fichiers de police et de justice et les libertés fondamentales. Et depuis, je continue mes recherches sur les questions de la surveillance, du fichage élargi aux questions de la surveillance. Notamment avec quelques collègues, on a fondé un observatoire de la surveillance en démocratie, qui est un collectif pluridisciplinaire qui, avec les sciences dures et les sciences humaines, essaye de réfléchir aux questions de dispositifs numériques de surveillance, notamment les fichiers, mais pas que, les caméras, etc. Et éventuellement le FNAG et les empreintes génétiques dont on va reparler aussi. Donc voilà, je travaille toujours un peu sur ces enjeux, mais un peu élargi depuis la fin de ma thèse. Merci. Frédéric Brard, je le disais, vous occupez de la recherche en gendarmerie. Qu'est-ce que vous faites exactement comme recherche à la gendarmerie ? Alors, en fait, mon poste consiste à m'intéresser à toute la recherche, à la fois sur les aspects scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, donc toutes les disciplines de la criminalistique, mais aussi en termes de renseignement criminel, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le renseignement criminel prend une part de plus en plus importante, et en particulier le renseignement forensique au sein de ce renseignement criminel. Et on associe les deux. D'ailleurs, la gendarmerie a développé depuis quelques années des plateaux d'investigation qui rassemblent à la fois les capacités
que possède en matière d'analyse l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, mais aussi les capacités d'enquête et d'exploitation du renseignement criminel, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie. Donc mon travail consiste finalement à coordonner, à dynamiser cette recherche au sein de ces deux entités. Alors, de la recherche, évidemment pas de la recherche fondamentale, mais de la recherche appliquée, puisque c'est ce qui nous intéresse, appliquée à l'enquête, appliquée à la scène de crime. Et on en reparlera certainement, puisqu'on s'intéresse de plus en plus à des technologies nouvelles, d'ingénierie, des technologies immersives, pour aller au cœur de la scène de crime, mais cette fois-ci au travers de jumeaux numériques. Oui, c'est vrai qu'on va y revenir. Merci pour ce premier tour de table ronde. Donc, comme vous avez pu le remarquer, et on s'en excuse, la table ronde est entièrement masculine pour ce matin. Donc, ce n'est pas une volonté de la JSPI. On a invité plusieurs femmes et on n'a pas eu de retour positif. Donc, voilà. Veuillez nous excuser pour cette réunion en non-mixité. Laurent, peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est un profil génétique et comment on peut l'utiliser dans une enquête ? Alors, dans le travail que l'on réalise, tout commence sur une scène d'infraction, donc qui peut être une scène de crime, mais pas toujours. Donc, à partir de là, il y a une exploitation de ce qu'on appelle les traces. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, dans cette table ronde, c'est les traces biologiques. Et donc, l'analyse de ces traces biologiques, avec différentes étapes que je ne vous détaillerai pas, aboutit à l'obtention d'un profil génétique trace. Donc, en fait, c'est l'analyse de segments ciblés sur l'ADN. Il n'y a pas une exhaustivité des analyses. On cible certains segments qui sont définis en plus au niveau juridique. Et donc, l'analyse de ces segments aboutit à l'obtention d'un profil génétique, juste pour les subtilités. Soit ce profil génétique va contenir l'ADN d'un seul individu, soit parfois ça va être un mélange. Et par rapport à ce que je vous disais sur le travail, par exemple, d'interprétation, quand on a des mélanges, ça entraîne tous des processus d'interprétation qui peuvent être assez complexes. Et justement, en fait, est-ce que ces profils génétiques donnent des informations spécifiques sur une personne ? Est-ce de là, on peut connaître sa taille, sa couleur de cheveux, ses yeux? Alors, il y a deux grosses approches dans ce cas-là. Il y a des marqueurs génétiques qu'on va utiliser à des fins d'identification. Donc, c'est les marqueurs, c'est des profils qui vont être stockés dans le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Donc là, à ce moment-là, ce sont des marqueurs qu'on va qualifier d'inodores et sans saveur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour donner des informations de type, ce qu'on appelle phénotypique, c'est-à-dire qui renseignent sur l'apparence de l'individu. D'accord ? Donc ça, c'est les marqueurs qu'on utilise à des fins d'identification. Par contre, on peut avoir une autre stratégie qui est une approche plus prédictive. Donc là, déjà, on ne va pas être sur la même famille de marqueurs génétiques. Dans le premier cas, on va être sur des marqueurs qui s'appellent des microsatellites. Dans le deuxième cas, on va être sur des marqueurs qui s'appellent des SNP. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir, là, effectivement, dans cette approche prédictive, essayer de déterminer des caractéristiques physiques de la personne. Mais ça se fait dans un cadre juridique qui est vraiment différent de l'approche identification. Oui, ça, on va y revenir. Mais peut-être ce qui est important de noter, c'est que justement, ces profils-là n'ont pas d'informations en eux-mêmes. Ils doivent être comparés dans un fichier national. Et justement, Yoann, si on suit cette logique, finalement, ce fichier va être utile s'il contient énormément d'empreintes génétiques déjà. Donc, est-ce que le but, ce serait finalement de ficher toute la population, puisque ça serait quand même plus facile, non ? Alors effectivement, si on raisonne de manière brute, on pourrait se dire que plus il y a d'informations dans le fichier, plus il est efficace. Donc il faut ficher toute la population. Effectivement, ça se tient d'un point de vue du raisonnement. Mais je crois que c'est pas souhaitable et ce serait très problématique. Il faut déjà juste revenir sur l'origine du FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques qu'on a évoqué. Ce fichier il est créé à la fin des années 90 et il ne concernait que les auteurs condamnés de crimes sexuels. Et à l'époque, ce qu'on disait, c'est que le fait de ficher génétiquement déjà faciliterait le fait de retrouver des auteurs en série, et puis aussi dissuaderait par avance les auteurs de crimes sexuels en disant s'ils sont fichés, s'ils savent qu'ils pourront être fichés et retrouvés plus facilement, ils ne passeront pas à l'acte. On voit que ça n'a absolument pas marché. Et puis surtout, le FNAEG, il s'est ensuite étendu progressivement, réforme après réforme, et aujourd'hui, il comprend non seulement des auteurs condamnés, mais des auteurs non condamnés, puisqu'il suffit simplement d'avoir, globalement, je rentre pas dans les détails juridiques, mais soupçonnés d'une infraction, comme avec des éléments graves, mais soupçonnés d'une infraction. Et il concerne plus du tout que les crimes sexuels, puisqu'il concerne aussi un certain nombre de délits, et le champ est très large, et de crimes pour des durées très importantes. Peut-être justement, rappelons le cadre, le périmètre, en fait, finalement, de...
Alors c'est difficile de lister tous les délits parce qu'ils sont listés par le code de procédure pénale, tous les délits et tous les crimes, mais globalement, en fait, ils concernent énormément d'infractions. Généralement, je laisserai en parler les praticiens plutôt après, mais l'idée c'est que notamment lorsqu'un individu est interpellé, par exemple pour une infraction pénale, il est placé en garde à vue, et lors de cette garde à vue, il peut y avoir un relevé à la fois des empreintes digitales et puis de l'ADN. Et la particularité, c'est qu'en plus, même si derrière vous n'êtes pas condamné, l'information reste. Alors vous avez la possibilité de demander le retrait, mais qui peut être refusé. C'est-à-dire qu'on peut refuser le fait de demander le retrait, et ça va rester dans le fichier. Donc pour répondre à votre question, on est quand même dans une dynamique d'extension du FNAEG depuis sa création, d'extension quand même assez importante. Et effectivement, il y a une tentation de dire qu'il faudrait ficher toute la population. Alors tentation qui, à mon avis, doit être tout de suite réfrénée, parce qu'en droit pénal, d'une manière générale, et même en droit de manière générale, il y a un principe de proportionnalité, qui est l'idée qu'on ne doit agir contre l'individu, entre guillemets, prendre des mesures coercitives. Et le fait de prendre l'ADN de l'individu, c'est une mesure qui attend aux droits de l'individu. On ne doit le faire que de manière proportionnée, que lorsque c'est strictement nécessaire, etc. Ça, c'est rappelé notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, mais pas uniquement, qui a déjà condamné, par exemple, le Royaume-Uni et même la France sur les questions de fichage ADN pour éviter un fichage trop large. Parce que voilà, c'est pas souhaitable dans une démocratie que tous les individus aient une mesure aussi importante et aussi attendatoire en droit que le fichage génétique. Peut-être Frédéric Barre, une réaction par rapport à ce qui est dit sur le fichier national et de votre utilisation. D'abord, ce fichier a été créé dans un esprit particulier qui est celui de lutter contre la récidive. Donc, dans cet esprit-là, il ne convient pas, évidemment, de ficher toute la population. D'un point de vue scientifique, j'ai tendance à penser également que ce n'est pas forcément une bonne chose. On a, en matière criminelle, alors pas systématiquement, mais un taux de récidive qui est avéré, ce qui veut dire que nos clients, ils reviennent fréquemment. Et par conséquent, il y a une partie de la population, une grande partie de la population, qui n'a aucune raison d'être dans ce fichier et qui va plutôt polluer le fichier que d'être bénéfique dans la recherche des auteurs d'infractions. Et puis, j'y vois aussi une problématique lorsqu'on travaille avec des traces partielles, parce qu'évidemment, ficher toute la population pour travailler sur des traces de bonne qualité, ça permet effectivement d'identifier un individu assez facilement. Peut-être rappeler ce qu'est une trace partielle par rapport à une complète. Alors, quand on vous a dit dans le propos liminaire qu'une empreinte génétique, ça consistait à déterminer un certain nombre de marqueurs. Alors, on va aujourd'hui 21, 24 marqueurs. Bref, il est défini par l'article 38 du Code de procédure pénale les marqueurs sur lesquels on doit travailler et qu'on enregistre au fichier. C'est ça le profil complet, c'est celui qui contient tous ces marqueurs. Mais en réalité, lorsque l'ADN se dégrade, lorsqu'on a des traces, évidemment, sur les scènes d'infraction qui ne sont pas forcément de bonne qualité, on ne va pas obtenir 20 marqueurs. On va en obtenir 15, 10, 8. Vous voyez que le nombre de marqueurs peut diminuer en nombre. Et évidemment, on y reviendra peut-être, mais la force probante en matière de rapprochement de ces profils, elle diminue avec la nature de ces marqueurs et le nombre de marqueurs. Et vous comprenez bien que si je mets dans mon fichier toute la population et que je traite des traces partielles, le risque, c'est que j'ai une correspondance fortuite à un moment donné. Alors que si j'ai mis des individus dans mon fichier qui ont tendance à récidiver, la force probante de mon rapprochement, elle va bien au-delà de la simple comparaison du profil et de l'homologie de profil. Elle est liée à un autre phénomène qui est celui de la récidive. Et donc, il me semble que d'un point de vue purement scientifique, il est plus intéressant d'avoir un fichier qui contient des individus qui sont déjà rentrés, soit comme suspects. Alors, s'agissant des suspects, je ferai une assise. Des suspects contre lesquels il existe quand même des indices graves ou concordants. Donc, on n'est pas sur le suspect lambda. Les suspects, les mises en cause, il y a quand même des éléments d'enquête forts qui les impliquent dans une affaire. C'est ceux-là qui sont enregistrés au fichier. Les suspects, les autres types de suspects impliqués dans les affaires, leur profil est enregistré, mais n'est pas conservé dans le fichier. Il est comparé une seule fois, il disparaît. Donc ça, c'est aussi important de dire qu'il y a aussi cette catégorie particulière de suspects. On ne met pas tout et n'importe quoi dans le fichier. Le législateur a quand même réfléchi à des degrés différents. Donc tout cela pour dire qu'il ne me semble pas utile de ficher tout le monde pour des raisons techniques et dans l'esprit du fichier. Parce qu'on rappelle peut-être de manière assez vulgarisée que les marqueurs dont vous parlez, en fait, finalement, si on va mesurer la taille d'un ADN sur ces régions spécifiques, qui, par exemple, entre Laurent et moi qui n'avons aucune relation de parenté,
sur un profil, sur un marqueur, ça peut arriver que par hasard on ait le même. Si on multiplie à une vingtaine, à ce moment-là, il n'y a plus aucune chance qu'on ait les mêmes marqueurs sans avoir de lien de parenté. Donc c'est pour ça qu'avec des traces partielles, on peut avoir ces rapprochements fortuits dont vous parlez. Et justement, peut-être Laurent, là, vous avez géré notamment au laboratoire d'Écully à côté de Lyon la production finalement de toutes de tous ces profils qu'on fait rentrer au fichier. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot peut-être combien il y a de profils aujourd'hui d'ailleurs dans ce fichier. Aujourd'hui, on est autour de 3 millions de personnes qui sont rentrées dans le fichier. Donc, comme le disait mon collègue, il y a des droits d'effacement, il y a des droits de conservation, des durées de conservation, pardon. Donc, quand on arrive au terme de la durée de conservation, il y a un effacement automatisé du profil. Et en plus, les gens peuvent intervenir auprès des magistrats pour faire effacer éventuellement le profil s'ils pensent que la conservation est indue. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'effacement. Donc, juste sur l'organisation aujourd'hui, toute personne donc, qui est entendue dans une procédure, comme le disait le colonel Brard, s'il y a des indices graves et concordants, on va pouvoir prélever son ADN. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais des traces. Là, on va être sur le processus qui va amener à produire un profil génétique individu ou un profil génétique qu'on appelle parfois de référence. Donc, ce prélèvement a lieu donc, soit dans les commissariats, soit dans les brigades de gendarmerie. Et ensuite, il y a une centralisation de ces analyses. Côté gendarmerie, je laisserai le colonel Brard en parler, c'est au sein de l'IRCGN. Et pour la police nationale, effectivement, l'ensemble de ces prélèvements arrive à Lyon, donc dans la banlieue lyonnaise à Écully. Et le choix qui a été fait, c'est après d'automatiser l'analyse de ces prélèvements pour des raisons économiques, parce que ça n'a pas été abordé sur le fichage, mais voilà, tout ça a un coût. Établir un profil génétique, c'est autour de 25-30 euros par analyse, pour donner un ordre de grandeur. Et donc, évidemment, plus vous automatisez, plus vous rationalisez, plus le coût d'analyse diminue. Et également, il y a aussi une notion de l'automatisation permet d'avoir des délais réduits, parce que le but du jeu, c'est d'avoir un délai assez court entre le prélèvement et la rentrée au fichier. Donc, automatisation des analyses. Et ensuite, ce qui a été fait ces dernières années, c'est de dématérialiser l'envoi des profils à partir du laboratoire qui analyse vers le fichier. Voilà, c'est dématérialisé. Ça permet aussi d'éviter les risques d'erreur, puisque quand vous recopiez des dizaines de profils, des milliers de profils tous les jours, évidemment, il peut y avoir des erreurs de retranscription. Et l'automatisation des envois permet d'éviter les erreurs. Et c'est quand même le but de tout ce qu'on fait. Frédéric Brard, là, on a parlé justement des cas un peu classiques et très utilisés aujourd'hui, donc de ces analyses en laboratoire. Pourtant, il y a eu quand même beaucoup de progrès dans la génétique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les nouveaux usages que peuvent avoir l'ADN? Donc, je pensais à l'ADN rapide ou au séquençage, par exemple. Oui. Si vous voulez bien, je voudrais faire juste un peu d'histoire pour essayer de comprendre d'où l'on vient et finalement où l'on va. Alors j'essaierai de ne pas être trop long parce que l'histoire de l'empreinte génétique finalement commence à dater maintenant, de la fin des années 80. Mais pendant 30 ans, si on fait le regard arrière, il y a eu finalement pas réellement de bouleversement technologique en matière de génétique depuis l'avènement de l'empreinte génétique. Alors il y a eu des avancées, elles sont indéniables, je vais vous en citer quelques-unes. On a évidemment travaillé à la diminution des seuils de détection, de la sensibilité de l'analyse d'ADN. On a augmenté le nombre de marqueurs au cours du temps, si vous suivez l'évolution de l'A38, de façon significative. On a travaillé à la résistance aux inhibiteurs. On a introduit l'assurance qualité. On vous parlera peut-être de l'arrivée de la norme ISO 17025 dans les laboratoires, qui a quand même été un moment important au cours de cette évolution. On a créé les bases de données françaises, les bases de données européennes, pour faire des rapprochements non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, en tout cas au niveau européen. On a également étendu les analyses au chromosome X, au chromosome Y. Donc il s'est passé des petites choses comme ça pendant ces 30 années. Et malgré tout, il restait encore un certain nombre de limites. Et parmi ces limites, il y a évidemment la durée des analyses. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans l'instantanéité. Tout est toujours trop long. Mais c'est vrai qu'une analyse d'ADN, ça prend du temps. On veut toujours, et vous le vivez vous-même au travers des médias, avoir la réponse le jour même, dans les 24 heures, si ce n'est pas au moment où on nous donne l'échantillon. Eh bien non. L'analyse génétique, en particulier, mais les analyses, ça nécessite du temps, ça nécessite de se poser, ça répond à un processus
qui est un processus qualité, mais qui garantit le résultat. Combien de temps justement pour établir un profil en routine ? Je vais y venir, mais en tout cas, on parle. Alors, ça dépend de la technologie utilisée. C'est pour ça que je vais y revenir. Mais on parle d'heures et parfois même d'une journée. On ne travaille pas non plus sur un seul profil. On travaille par des groupements de profils. En général, à peu près 90 profils génétiques à la fois. Donc, c'est difficile de donner une heure. Mais je reviendrai sur ça. Bref, des délais de toute façon qui sont toujours trop longs. On devient tous impatients. Des équipements de laboratoire aussi qui ne sont pas adaptés au terrain. Or, on a ce besoin d'aller de plus en plus au plus près de la scène de crime. Or, on avait encore des équipements pas adaptés au terrain. Un pouvoir d'identification aussi qui finalement est restreint. Vous avez tous entendu parler de ces histoires de jumeaux vrais. On était incapable de distinguer par les techniques employées des vrais jumeaux. Évidemment, dans des affaires de viol, par exemple, avec des enfants qui sont nés de viol, la question peut se poser de savoir quel est le jumeau impliqué. Et donc ça, c'était une vraie question. Une information aussi qu'a évoqué Laurent, limitée sur l'ADN. Limitée sur l'ADN par le passé, au STR, le microsat dont il parlait, à l'ADN mitochondrial. Ça, c'était encore limité. Et puis, une empreinte génétique, là encore ça a été évoqué, qui était muette en l'absence de comparaison. Et donc, évidemment... tout ça est en train de changer et a changé avec le temps. Et là, je vais répondre à votre question. À deux niveaux en particulier, l'ADN rapide. Alors, puisqu'on parlait de durée, il faut compter pour une analyse d'ADN à peu près 6 à 7 heures si on prend la technique traditionnelle au laboratoire. En réalité, l'ADN rapide, ce sont des systèmes qui se sont développés avec le temps et qui permettent de faire une analyse complète de l'échantillon jusqu'au résultat dans un délai qui est inférieur à 2 heures. Et vous voyez que d'un seul coup, on change totalement de dimension. Avec un système qui est intéressant, puisque le système est totalement intégré, inclut l'extraction, l'amplification, la détermination des fragments, et tout ça avec un risque limité de contamination, puisque toutes les étapes sont intégrées et sans intervention humaine. Donc vous voyez que d'un seul coup, ça, on a un progrès, un bouleversement réellement technologique qui change la donne. En réalité, ces machines, elles ne sont pas forcément indispensables partout, mais elles peuvent être utiles, notamment si vous voulez les mettre sur le terrain, si vous voulez qu'elles soient utilisées par des non-experts, puisque les risques sont limités, qu'elles sont globalement plug and play. Et la gendarmerie, donc, s'est engagée dans cette voie-là, à développer en particulier pour les territoires ultramarins. Parce que c'est une problématique, évidemment, la distance. Lorsque vous avez une affaire, un crime qui est commis ou une infraction qui est commise dans un territoire ultramarin, le temps que l'échantillon arrive en métropole et en particulier donc à Pontoise, puisque c'est là que le laboratoire qui traite les échantillons en centrale est situé, il va falloir du temps de transport. Et ce temps de transport est évidemment incompatible avec une résolution d'enquête, par exemple dans le temps d'une garde à vue ou un prélèvement et une analyse dans le temps de la garde à vue. Ça, c'est vraiment votre limitation, c'est le temps de la garde à vue qui est 24 heures en général ? Alors, c'est le temps tout court. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'il fallait aller de plus en plus vite. Et évidemment, le transport, c'est un vrai sujet. Il faut... donc le transport par avion, ça se programme, ça prend du temps. Une fois que c'est arrivé à Pontoise, évidemment, l'analyse peut être rapide. Mais en revanche, ce temps de transport est incompressible. Et donc, on a développé à peu près... 6 machines dans les territoires ultramarins, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, de façon à compenser ce temps. Et finalement, ça fonctionne plutôt bien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur les profils génétiques qui ont été réalisés avec ces machines, 70% des profils enregistrés au FNAC ont donné lieu à un rapprochement. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. On obtient des résultats d'aussi bonne qualité que ceux que l'on a au laboratoire, avec quand même une différence notable, c'est qu'on n'utilise que des traces riches ou des individus de référence qui ont été évoqués, pas les traces complexes ou les traces pauvres ou dégradées qui sont, elles, toujours analysées au laboratoire. Les traces riches, il faut avoir la personne sous la main, quoi. Non, les traces riches, alors sur les individus de référence, oui, mais les traces riches, ça peut être un mégot de cigarette, ça peut être une trace de sang, ça peut être un chewing-gum, des traces sur lesquelles, en fait, on va trouver une quantité d'ADN suffisante avec une source unique pour pouvoir finalement avoir un profil génétique analysé dans des conditions plutôt bonnes, alors qu'au laboratoire, en centrale, on va se permettre de travailler sur des traces beaucoup plus complexes, beaucoup plus dégradées. Donc, une véritable évolution avec ces machines
qui a évidemment changé la donne. Et puis la deuxième grande évolution qui va nous mener beaucoup plus loin avec le temps que ces appareils de séquençage ADN rapide, c'est le séquençage de nouvelle génération, où là on passe dans une autre dimension. Ce sont des méthodes de séquençage de l'ADN haut débit, qui vont permettre de façon simultanée d'analyser des millions de brins d'ADN en même temps, avec un coût relativement peu élevé et puis surtout rapidement. Donc évidemment, ça change un peu la donne. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer la force, la puissance de ces technologies de séquençage de nouvelle génération. Dans les années 90, vous avez tous en tête, ça, pour ceux qui l'ont vécu, le séquençage du génome humain. Le séquençage du génome humain, ça a duré 10 ans. Ça a impliqué un nombre de laboratoires considérable et des millions d'euros, enfin de dollars à l'époque. Aujourd'hui, avec la technologie de nouvelle génération, on peut faire la même chose en l'espace de quelques semaines et avec quelques milliers d'euros. En fait, on a une capacité qui est 10 000 fois plus puissante qu'elle ne l'était avec les techniques traditionnelles. Donc vous voyez que d'un seul coup, ça change un peu la donne. Et finalement, les applications de cette technologie, qui ne fait que progresser, puisqu'on est dans cet élan de progrès, elles sont multiples. D'abord, on peut analyser de manière simultanée différentes régions ciblées de l'ADN. On a parlé de l'ADN génomique et des STR, des microsats en particulier, de l'ADN mitochondrial, mais aussi des SNPs, qui évidemment jouent un rôle de plus en plus important, à la fois dans l'identification, mais aussi dans la détermination des caractéristiques physiques. Je continue ? Parce qu'il y a d'autres points importants, évidemment, et qui font de cette technologie une technologie réellement, me semble-t-il, en rupture avec les autres technologies. C'est la possibilité aussi de travailler sur d'autres régions de l'ADN, des régions inconnues, mais pas simplement l'ADN, l'ARN, et finalement d'aller au séquençage complet du génome peut-être demain, si cela est encore souhaitable. Ça permet aussi de travailler sur des traces qui sont en faible quantité. Vous savez combien aujourd'hui on travaille sur du rien. Quand j'ai commencé la criminalistique, et Laurent aussi, on travaillait sur des traces qu'on voyait, des traces de sang qui avaient la taille d'une pièce de 1 ou 2 euros. Aujourd'hui, on travaille avec de l'invisible. Donc vous voyez bien qu'on attend de la génétique une puissance telle qu'on veut des résultats avec rien. Ce qui n'est pas toujours facile et qui peut poser quelques difficultés, on en reparlera peut-être. Et puis on va accéder, et on accède d'ores et déjà avec ces technologies, alors peut-être pas en routine, mais en tout cas à un degré d'information qui est nettement plus élevé. Je vous parlais des jumeaux vrais. Avec ces technologies, on est capable d'analyser des régions en dehors des STR et de découvrir qu'il y a des différences génétiques entre des jumeaux vrais. Et vous comprenez bien que d'un seul coup, la technique devient intéressante si on veut distinguer ces individus, soit des jumeaux vrais, soit des individus qui sont proches génétiquement, et notamment si on veut comparer les traces partielles, en allant non plus juste regarder les STR, mais en allant voir la qualité de ces STR, en allant lire l'ADN dans le détail, ça change évidemment la donne. Et ça, c'est aujourd'hui. Demain, on aura aussi du NGS de 3e génération qui nous permettra de travailler sur des mélanges complexes. Et le mélange, ça reste un sujet, puisqu'on a beaucoup de traces qui sont mélangées. On en reparlera peut-être dans le cadre des cold cases. Justement, ouais, vous avez évoqué les cold cases. Vous nous avez évoqué un certain nombre de grands changements de la génétique sur les 30 ans qui viennent de s'écouler. Donc finalement, les affaires qui ont 10, 20, 30 ans, est-ce qu'on peut les revoir aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui ? Oui, clairement. Alors, c'est pas nouveau, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de cold case parce qu'il y a eu un volontarisme, on va dire, politique et administratif plus fort en centralisant la gestion de ces cas dans un parquet unique au niveau de Nanterre, qui est piloté pour la partie instruction par la juge Kéris, qu'on voit parfois dans les médias. Et effectivement, aujourd'hui, ce que l'on voit à la lumière de ce que vient de dire le colonel Brasse, c'est-à-dire une augmentation de la sensibilité des analyses, un panel d'analyses plus large, on peut reprendre des affaires qui ont quelques années et arriver vraiment à sortir des résultats qui sont pertinents et qui peuvent amener à suspecter des nouvelles personnes qui avaient pu passer au travers des mailles du filet dans un premier temps de l'enquête.
Donc c'est toujours délicat de parler parce que c'est toujours délicat de parler. Donc ça a vraiment un effet positif aujourd'hui sur la résolution des enquêtes. On ne peut pas parler de tout puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais les seules personnes habilitées à évoquer des affaires en cours, c'est les magistrats. Donc je me permets d'évoquer 2 affaires qui sont sorties déjà dans la presse, comme ça il n'y a pas de problème. Donc l'affaire des disparus de l'Isère, si vous en avez entendu parler, donc c'était des crimes sériels dans l'Isère. Alors tous ne sont pas nécessairement liés, ça on verra, c'est l'enquête qui le dira. Mais récemment, des analyses complémentaires, plus une interrogation du fichier. Tout à l'heure, on vous a parlé des traces et des individus. La façon conventionnelle d'utiliser un fichier national, c'est de rechercher une correspondance, une homologie, comme disait le colonel Brard. Par contre, parfois, on peut utiliser le fichier avec un autre paramétrage du moteur de recherche, qui est une recherche qu'on appelle en parentalité. Donc à ce moment-là, on utilise le profil génétique trace, on le lance dans l'application, mais pas pour rechercher directement la personne qui a pu laisser son ADN sur la scène d'infraction, mais une personne apparentée à cette personne. D'accord ? Donc c'est une approche de deuxième intention qui sont réservées ce qu'on appelle au haut du spectre, c'est-à-dire aux infractions les plus graves. Et vous voyez bien que combiner une sensibilité des analyses accrues plus ce type de recherche qui n'existait pas il y a quelques années, clairement on a des nouveaux outils, et quand on a des nouveaux outils, on trouve des nouveaux mises en cause ou des nouveaux suspects. Après on verra s'ils sont condamnés, ça c'est le rôle de la justice. Mais en tout cas voilà, donc premier exemple sur les disparus de l'Isère, et deuxième exemple récent qui est sorti également dans la presse en fin d'année, c'est une affaire d'un imprimeur qui avait été tué par erreur, qui s'appelait Antoine Belmonté, qui en fait avait été tué parce qu'il avait malheureusement pour lui une homonymie avec un policier qui avait tué un enfant lors d'une intervention. Et donc cet imprimeur avait été tué. Et donc l'affaire n'avait pas été résolue. Et récemment, par le même type d'approche, on a pu retrouver une personne qui, pour l'instant, a avoué les faits, qui n'a pas encore été jugée, mais qui a sorti. Donc on voit bien que, effectivement, aujourd'hui, volontarisme, c'est-à-dire mettre plus de moyens sur les enquêtes, plus nouvelle analyse, plus méthode de recherche affinée au niveau génétique, permet de résoudre des cas qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. Là, vous nous avez montré à quel point, vous pouvez garder le micro, à quel point ces analyses étaient puissantes. Mais il y a quand même des limitations, puisque finalement, ces pièces à conviction qu'on a gardées depuis 20 ou 30 ans, etc., elles peuvent être dégradées. Enfin, quelles sont les limites de ces techniques ADN, justement ? Oui, après, ça, c'est colonel Brard l'a évoqué, c'est la notion de contamination. C'est pour moi, quand vous augmentez la sensibilité des analyses en regard, vous augmentez le risque de contamination. Une contamination, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est l'arrivée d'un ADN qui n'a rien à faire sur une pièce à conviction, sur un scellé, qui va venir polluer quelque part, si vous voulez, les résultats potentiels qui vont être obtenus par le laboratoire. Donc, un des éléments clés de la résolution des cold cases, c'est effectivement la conservation des scellés. On sait qu'il y a quelques points d'attention sur les tribunaux judiciaires. Il y a une centralisation des scellés, je laisserai le colonel en parler, puisque c'est géré par la gendarmerie nationale au niveau d'un service national qui s'appelle le SCPPB, le service central de prélèvement de préservation des prélèvements biologiques, pardon, pour l'acronyme. Donc effectivement, il faut avoir à disposition les scellés, qui ont parfois pu être détruits aussi, puisqu'il y a des délais de prescription, je laisserai mon collègue en parler plus en avant. Donc il y a des délais de prescription, et quand les délais de prescription seront atteints, il est logique aussi de détruire les pièces à conviction. Donc c'est tout ça ce qu'il faut arriver à surmonter pour arriver à retrouver les scellés éventuellement, et pour arriver à refaire ces analyses. Parfois, quand même, la nouvelle exploitation uniquement des profils déjà obtenus permet quand même peut-être d'aller plus loin. Donc, si vous voulez, il y a différents niveaux de réanalyse. Ça peut être parfois ce qu'on appelle du post-analytique, c'est-à-dire a posteriori des analyses, et parfois il faut reprendre les analyses. Donc ça dépend des circonstances dans lesquelles a été traitée l'affaire initiale. Yohann, on va finir avec vous sur cette première partie. Après, vous pourrez poser vos questions. Justement, comment vous arrivez à suivre, d'un point de vue du droit, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent ? Est-ce qu'il y a des points particuliers à surveiller du point de vue des libertés ? Par exemple, quand on parle de séquençage total, on peut avoir beaucoup d'informations qu'on n'avait pas avec les profils génétiques classiques. Comment vous voyez toutes ces évolutions ? En fait, le droit, les textes juridiques, ils évoluent moins que les pratiques qui ont été faites, parce qu'il n'y a pas forcément besoin que le droit évolue pour mettre en place les technologies, la d'ADN rapide, etc., qui ont été évoquées. Puisqu'en fait, en droit, il y a plusieurs textes. Il y a les textes qui concernent le FNEG, il y a les textes qui concernent le prélèvement, ou même les textes effectivement sur la prescription, etc. C'est encore d'autres textes. Donc bref, il y a tout ça juridiquement qui n'a pas forcément besoin d'évoluer
en tant que tel pour que la technologie en elle-même puisse évoluer. Après, effectivement, parfois le droit évolue. Et là, à l'instant, vous avez évoqué la recherche en parentèle, par exemple. Et ça, pour le coup, ça a fait l'objet d'un article dans le Code de procédure pénale en 2016 qui l'a intégré, après que ça a été tenté par un juge d'instruction sans texte. La Cour de cassation est intervenue, puis le législateur pour permettre d'ancrer ça dans le texte, parce que ça posait une question véritable. Est-ce qu'on peut ou pas, c'est pas si évident que ça, est-ce qu'on pouvait ou pas utiliser le FNAEG pour rechercher non pas l'individu lui-même, mais des proches, entre guillemets. Ouais, donc on était, pour qu'on comprenne bien, on pouvait être indirectement fiché dans le FNAEG si un de nos proches l'était. C'était à peu près ça l'idée, ouais. Et là, pour le coup, c'était vraiment, ça a été rappelé tout à l'heure qu'effectivement le FNAEG visait au début les récidivistes. Là, on cherchait pas un récidiviste, du coup, puisqu'on cherchait quelqu'un qui n'était pas fiché dans le FNAEG en lui-même. Donc c'était bien une forme de changement de dynamique du fichier en lui-même. Donc là, le droit a dû intervenir, et c'est bien que le droit soit intervenu, que le législateur soit intervenu pour clarifier ça, limiter aussi, en disant que ça ne pouvait concerner que la ligne directe, etc. Donc limiter et l'inscrire clairement dans le code de procédure pénale. Après, effectivement, je pense qu'il faut faire attention, parce que la tentation peut être grande, on le voit bien quand même là, l'échange, de vouloir toujours plus ficher, toujours davantage, avoir toujours plus de données, même si on a dit qu'il ne fallait pas ficher toute la population. Et donc c'est important que le législateur puisse intervenir, et le pouvoir réglementaire aussi, puisqu'il y a à la fois de la loi et puis des textes réglementaires, pour limiter, encadrer, préciser, etc., notamment sur les durées de conservation. Ça a été évoqué. Les durées de conservation, elles sont pas, il n'y a pas une durée pour tous, c'est en fonction des infractions notamment, les possibilités de retrait, etc. Tout ça, c'est prévu par le Code de procédure pénale. Et il faut que ça le reste, parce que c'est des garde-fous qui sont importants, malgré toutes ces évolutions technologiques. Et merci à tous les trois. On a fait un beau panorama, je pense, de l'ADN en criminalistique. Est-ce que dans la salle, on a des questions sur cette partie-là? Après, on viendra à l'IA dans un second temps. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment la sécurité de ce fichier est assurée en termes de cybersécurité, je pense. Merci. Alors, ça va faire le lien un peu avec le deuxième sujet, parce que moi j'ai une double casquette, je suis en charge du numérique et de la biométrie, donc du FNAEG, donc je vois bien ce que vous voulez dire. Donc aujourd'hui, il y a une réglementation autour de ce qu'on appelle l'homologation des applications informatiques. Donc il y a toute une logique de protection des applications, parce qu'effectivement, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est lié à tout ce qui est règlement autour de la protection des données, qui nous oblige aujourd'hui. Évidemment, on nous donne le droit de stocker beaucoup d'informations, mais on nous oblige évidemment à en assurer la sécurité. Donc le premier élément, c'est que ces données sont accessibles sur un réseau qu'on appelle le réseau interministériel de l'État. Donc déjà, les données ne sont pas exposées sur Internet, d'accord, contrairement à des bases, par exemple, récréatives, on n'en a pas parlé, qui, elles, peuvent être exposées aux 80. Donc ensuite, il y a des mesures, ce qu'on appelle périmétriques. Bon, il y a beaucoup de mesures autour des serveurs, autour des postes qui vont accéder à ces données, avec des accès restreints. Les accès sont aussi gérés avec ce qu'on appelle de la traçabilité applicative, c'est-à-dire pour faire soit du contrôle a priori, est-ce que j'ai droit d'y accéder, ce qu'on appelle le droit à en connaître en termes juridiques, et on va pouvoir faire aussi du contrôle a posteriori. Est-ce que la personne qui a accédé avait la légitimité d'y accéder? On va même pouvoir savoir ce qu'il a fait, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait que visualiser, est-ce qu'il a modifié une donnée, etc. Donc voilà. Et donc on passe devant une commission d'homologation, à peu près, alors c'est avec une périodicité, ça dépend, mais au maximum, je crois, c'est tous les 3 ans, mais souvent c'est plus court. Et donc là, aujourd'hui, si on prend l'exemple du FNAEG, on a une homologation en cours, donc avec ce qu'on appelle un plan de remédiation, c'est-à-dire on a des actions. La sécurité, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Alors, on n'est jamais parfait, il faut assumer des risques. Par contre, on se doit de ce qu'on appelle souvent, on dit mitiger, c'est-à-dire diminuer les risques au niveau de l'application. Merci, ça répond à... Il y avait madame qui avait levé la main, après on passera à vous. Juste pour réagir aussi, pour élargir un peu et dire que tout ce qui a été évoqué, en fait, c'est valable pour tous les fichiers de police de manière générale. C'est-à-dire que l'obligation de journalisation, c'est-à-dire de savoir qui a accédé au fichier, quand, qu'est-ce qu'il a fait dessus, etc., et pouvoir éventuellement interroger la personne qui a consulté en disant pourquoi vous l'avez consulté à ce moment-là, etc. Tout ça, c'est valable pour tous les fichiers. Effectivement, c'est pas infaillible. Je pense qu'il n'y a pas de degré zéro. Il y a parfois des policiers ou des gendarmes qui sont condamnés, d'ailleurs, pour une mauvaise utilisation des fichiers de police, soit du point de vue uniquement disciplinaire, soit même devant un tribunal pénal. Donc ça existe. Après, évidemment, c'est pas infaillible, mais voilà, c'est valable pour tous les fichiers de police. Merci. Bonjour, vous avez parlé du droit à l'effacement. J'aurais voulu savoir si, dans le cas d'un condamné,
par exemple Michel Fourniret, est-ce qu'il y a un effacement systématique ou automatique au décès de la personne ? Ou est-ce qu'il reste dans le fichier ? Et deuxiime partie de la question, est-ce que vous avez, en tant qu'enquêteur français, accès aux bases de données européennes, par exemple sur Marc Dutroux ou d'autres condamnés comme ça ? Merci. Frédéric, peut-être vous voulez répondre ? Ou Laurent ? Ouais, sur les personnes décédées, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais pour moi, ils sont effacés. Après, faut-il qu'on ait l'information, ce qui n'est pas toujours facile à savoir. Il n'y a pas de croisement automatisé des bases de données à ce niveau-là entre les personnes décédées et les effacements au niveau des fichiers. Ça, c'est pour un premier point. Sur les échanges européens, Colonel Brun l'a évoqué rapidement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un traité européen qui permet des échanges automatisés de données biométriques et tout ce qui concerne aussi tout ce qui est immatriculation des véhicules. Donc, c'est le traité de Prüm. Donc là, on est en pleine renégociation des actes d'exécution pour un traité Prüm 2. Alors, la partie réglementaire européenne a déjà été validée. On est dans les actes d'exécution, si vous voulez, c'est les décrets d'application en droit français. Je pense sous contrôle de mes collègues. Et donc, sur ce qu'il faut retenir au niveau supranational, au niveau européen, c'est qu'il n'y a pas de base de données ADN supranationale européenne. Ça n'existe pas. D'accord ? Par contre, parce qu'il y a tous des problèmes de qui possède les données. Bon, ça n'a pas été dit, mais la donnée génétique, c'est vraiment la donnée la plus protégée au niveau sensibilité des données. C'est vraiment même plus protégé que le papillaire ou les données faciales. Et donc, aujourd'hui, chacun garde ses données au niveau de son pays de manière souveraine. Par contre, on a droit, par des canaux automatisés, d'aller échanger. Alors, Marc Dutroux, par exemple, comme vous le savez, il est belge, donc il y a des chances qu'il soit dans le fichier belge. Donc si, par exemple, Marc Dutroux, là, ça ne se produira pas, mais venait commettre une infraction en France, on pourrait retrouver, donc, comme on le disait tout à l'heure, un profil génétique trace inconnu sur une scène d'infraction. On le rentrerait dans le fichier national français. Par un mécanisme d'automatisation, on pourrait aller comparer avec les individus belges. Et là, à ce moment-là, on pourrait s'apercevoir que Marc Dutroux est venu commettre une infraction en France. D'accord ? Donc ça, c'est le traité de Prüm qui le permet. Et là, on va améliorer ce traité. Il y a des aspects très techniques, mais par exemple, pour élargir un peu le propos, justement, on va pouvoir, dans le traité Prüm 2, échanger des images faciales, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut échanger des données papillaires, des données génétiques en termes de biométrie. Demain, on pourra échanger des données faciales. Je voudrais juste rajouter quelque chose en matière de suppression des profils des individus condamnés après le décès. Il est important de ne pas aller trop vite. Il est urgent de ne pas se presser pour la simple et bonne raison que dans le processus d'analyse, il peut y avoir des dossiers en cours lorsqu'un individu est décédé. Si vous retirez le profil de l'individu, cette trace risque de ne pas matcher avec l'individu. Et donc, évidemment, ça semble légitime, pour les raisons que j'ai évoquées au début de mon propos, de supprimer les profils qui ne serviront plus. En revanche, il faut prendre le temps de cette suppression, et suivre le processus normal pour cela. Et puis, s'agissant des bases européennes, je ne sais pas s'il faut les appeler les bases européennes, mais en tout cas des échanges, des bases miroirs, puisqu'il s'agit de bases miroirs, chacun y met un peu ce qu'il veut dans ces bases. Et il n'y a pas forcément l'exhaustivité de la base nationale du pays membre de l'Europe. Donc on n'a pas la connaissance fine de ce qu'il y a dans ces bases. Et donc il y a des individus qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, passer à travers. Mais d'une manière générale, c'est quand même une avancée significative. Je pense qu'il faut bien toujours penser d'où l'on vient. On vient à un moment où on avait un profil génétique, on ne pouvait même pas le comparer en France, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si une affaire commise à Lille pouvait être rapprochée d'une affaire commise à Marseille ou à Nice. Aujourd'hui, on a cette capacité non seulement d'identifier les traces, mais aussi de rapprocher les affaires. C'est une des missions importantes du FNEG, pour permettre aux magistrats et aux enquêteurs de se parler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des crimes sériels, qu'aujourd'hui la mobilité des délinquants, c'est quelque chose de très important, au même titre que la délinquance transnationale. Et donc ces fichiers apportent cette force-là, cette capacité-là, et le fichier européen fait partie de cela. Tous les jours, il y a des rapprochements qui sont faits avec des fichiers des pays membres de Prüm, parce que cette délinquance, elle est très très mobile. Après, on passera sur l'IA parce qu'on arrive à peu près à la moitié de notre table ronde. Vous m'entendez ? Non, vaut mieux faire au micro parce que c'est enregistrable. Ok, je voulais juste demander si toutes ces évolutions technologiques, est-ce que vous pensez que ça ne va pas finir par faire varier le délai de prescription ? Le délai de prescription qui est
parfois irritant dans certaines affaires d'aujourd'hui, parce qu'il me semble trop court, parce que la population vieillit. Enfin, est-ce que l'évolution technologique peut changer ça ? Alors, je réponds juste à quelques éléments juridiques, mais le délai de prescription, déjà, il a quand même beaucoup évolué. Et il continue d'évoluer régulièrement. C'est-à-dire qu'il est modifié régulièrement par le législateur, alors notamment en matière d'infractions sexuelles. Notamment commises sur des mineurs. Il y a eu énormément d'évolutions, avec un report à la majorité du début du délai, puis des délais plus longs, etc. En matière criminelle particulièrement. Donc il y a déjà des reports très importants. Il y a aussi des mécanismes qui font que la prescription peut être suspendue ou interrompue par des actes d'enquête, etc. Ou même si l'infraction est indécelable, entre guillemets, et fait de manière secrète, etc., ça suspend aussi le délai de prescription. Donc il y a quand même aujourd'hui beaucoup de dispositifs dans le Code de procédure pénale qui permettent d'étendre ce délai de prescription, essentiellement en matière criminelle, mais aussi en matière délictuelle. Donc ça existe déjà, et d'ailleurs ces modifications ont été justifiées en partie dans le débat public par l'avancée des moyens technologiques, le fait d'ouvrir des cold cases, etc. Ça fait partie des éléments qui ont été échangés au Parlement lorsque ces lois ont été modifiées. Après, la prescription en tant que telle, c'est un débat qui pourrait nous occuper 1h30, parce qu'il y a des arguments pour et il y a des arguments contre la prescription. Il y en a certains qui défendent l'imprescriptibilité de certains crimes. Aujourd'hui, c'est réservé aux crimes contre l'humanité, l'imprescriptibilité. Mais une fois de plus, il y a quand même des délais de prescription qui sont relativement longs. Ils ont été doublés d'ailleurs il y a quelques années. Donc voilà, je pense que c'est un débat en tant que tel. Il y a d'autres questions qui se posent quand même, parce que plus vous retardez le temps par rapport à l'infraction, plus les personnes ont oublié, etc. Il y a des arguments classiques de la prescription. C'est aussi le fait que plus le temps est passé, plus en fait le fait de faire un procès causerait davantage de difficultés que le fait de ne pas en faire, etc. Enfin, il y a beaucoup d'arguments pour la prescription. Il y en a aussi contre. Donc voilà, je pense que pour répondre à votre question, ces évolutions technologiques, elles ont fait partie des motifs pour lesquels la prescription a évolué ces dernières années. Après, est-ce qu'il faut le faire encore, voire même rendre imprescriptibles certaines infractions ? Ça, je pense qu'on a tous notre opinion là-dessus. Je vous propose qu'on passe sur l'IA. Si vous avez encore des questions, on fera un deuxième round. Si vous voulez les reposer sur la génétique, vous pourrez. Et puis peut-être que nos intervenants pourront rester un petit peu aussi après si vous avez des questions très particulières. Justement, Frédéric Brard, en préparant cette table ronde, là, vous m'expliquez qu'il y a des liens justement entre l'utilisation de l'IA et la biologie dont on vient de parler. Déjà, quel type d'IA est utilisé et quelles sont les applications concrètes aujourd'hui ? Alors, je voudrais commencer pour répondre à votre question en disant que l'IA en elle-même constitue une véritable rupture technologique. Je pense qu'il faut bien qu'on l'intègre tous, et une rupture technologique qui doit bénéficier aux justiciables. Et ça, c'est l'esprit. Avec une IA, qui est l'IA générative, évidemment, qu'on utilise de plus en plus, mais une IA qui doit être frugale, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à faire beaucoup avec peu. Frugal en termes d'énergie, vous voulez dire ? D'électricité ? De tout. Mais aussi, bien sûr, d'utilisation. Une IA qui se doit d'être une IA de confiance, mais ça c'est l'IA Act et peut-être que vous en parlerez. Et puis, une IA explicable. Parce que demain, les experts seront devant les assises à devoir justifier ce qu'ils ont fait, leur interprétation, leurs résultats, les conclusions qu'ils en tirent. Et donc, il faut pouvoir expliquer cette IA. Aujourd'hui, on est encore avec une IA dont on ne maîtrise pas totalement le fonctionnement. On ne peut pas, par rétro-engineering, essayer de comprendre comment a fonctionné l'IA. Alors, évidemment, on maîtrise la donnée d'entrée. Et ça, c'est essentiel. Cette donnée, en France, on a la chance d'être extrêmement rigoureux et vigilant vis-à-vis des apprentissages et de la donnée qui est utilisée, mais la donnée d'apprentissage est évidemment essentielle. Donc, cette IA doit être une IA de confiance et une IA explicable pour que l'expert soit à l'aise. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je ne pense pas non plus que l'IA va remplacer l'humain, tout de suite en tout cas. L'IA ne va pas remplacer l'expert, ne va pas remplacer l'enquêteur demain. C'est un contrôle humain qu'on va garder sur cette intelligence artificielle. En revanche, c'est un outil d'aide qui va faire gagner un temps considérable. Et je pense que c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui et qu'on le perçoit déjà, puisque le PGN travaille sur l'IA au laboratoire depuis une dizaine d'années. Donc vous voyez qu'on a déjà commencé à mettre en place ces outils. Je voudrais, juste avant de vous parler de l'utilisation de l'IA que nous avons dans les sciences
d'une manière générale et en criminalistique en particulier, dans l'enquête. Alors aujourd'hui, l'IA est encore peu utilisée dans l'enquête, mais on voit déjà des utilisations possibles qui vont, pour le coup, révolutionner un peu l'enquête dès lors qu'on va pouvoir mettre en œuvre cette IA. De quelle manière ? D'abord, il faut bien comprendre qu'avec cette IA, on va pouvoir générer des hypothèses d'enquête, c'est-à-dire des hypothèses auxquelles les enquêteurs n'ont pas forcément pensé. Et on voit tout de suite dans les affaires qu'on a tous en tête combien ça peut être important de tester et de formuler ces hypothèses. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi évaluer les hypothèses qui sont formulées de façon beaucoup plus rapide. Juste très concrètement, Oui. sur ces hypothèses, donc, par exemple, vous vous réunissez autour d'un cas complexe et l'IA pourrait vous dire c'est monsieur X qui aurait pu faire le coup. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut apprendre à bien poser les questions. Ouais. En revanche, et ça fait partie aussi d'un point important, c'est que dans une enquête, on collecte énormément de données. On collecte énormément de données et il est difficile pour un cerveau humain, parce que ça dépasse ses capacités, de pouvoir faire toutes les connexions entre les éléments, de pouvoir exploiter toute cette information qui est recueillie, cette information actuelle et cette information passée. On a aussi des expériences passées en matière d'enquête. Et donc, avec l'IA, on peut imaginer demain aller beaucoup plus loin dans l'enquête de cette manière. Alors, je parlais de la génération d'hypothèses auxquelles on n'a pas pensé. Vous savez, un enquêteur, il est formé à l'enquête. Alors, l'enquêteur expérimenté, il a des acquis qui font qu'il va aller dans une direction ou dans une autre. Avec l'IA, on peut imaginer tester toutes les hypothèses. Dès lors qu'on est capable de les tester, de les évaluer rapidement, on peut se permettre d'en tester davantage. Et la machine va donner cette puissance-là. Donc ça, je pense que ce sera une évolution qui est évidemment importante dans l'utilisation de l'IA. Et puis, on est tous humains, on a des biais de raisonnement. La machine, elle n'en a pas. Et donc, ça reste assez discutable là, quand même, sur l'intelligence artificielle. Nous discuterons. Si elle a bien appris, elle n'en a pas. La question de savoir si elle a bien appris. Et donc, c'est un point important. Mais en tout cas, on peut travailler également à limiter ces biais de raisonnement, ces effets tunnels qu'ont parfois des groupes d'enquêteurs, parce que c'est un risque humain. Et donc, là encore, l'IA peut apporter des choses. Et puis, la machine, elle ose tout. Là encore, quand vous êtes dans un groupe d'enquêteurs, un jeune enquêteur, par exemple, on pourrait imaginer qu'il soit impressionné par les autres et qu'il n'ose pas faire des propositions naïves. La machine, elle s'en fout. Elle ose tout. Elle ose tout dans les hypothèses qui sont formulées, dans les réponses qu'elle va vous apporter. Elle peut contredire un enquêteur même chevronné. Et puis l'enquêteur lui-même, dans l'utilisation de la machine, il sera sans tabou, sans hésitation. Il posera toutes les questions qui lui passent par la tête. Et vous voyez bien qu'il y a une espèce de libération ici de la pensée et de la réflexion qui fait qu'on a peut-être une chance, dans certaines affaires complexes, d'aller plus loin dans l'enquête. Donc tout ça, c'est le futur. Mais c'est un peu comme ça qu'on voit dans l'enquête ce que peut apporter l'IA à la justice. Et puis, revenons à notre sujet, qui est celui de la génétique. Alors, il y a plusieurs utilisations qui sont faites au laboratoire de l'IA, et en génétique en particulier, on a développé un outil d'aide à la validation des profils génétiques. Vous savez que dans l'obtention d'un profil génétique, avant qu'il soit enregistré au FNAC, il y a un certain nombre d'étapes qu'on a évoquées, mais il y a une étape importante qui est l'interprétation et la validation du profil. Si c'était si simple, la machine le ferait. Aujourd'hui, on utilise des hommes, des experts qui vont analyser les profils, en particulier les profils complexes. Mais pour les profils simples, en particulier les profils de référence ou les profils de traces riches, eh bien, on peut faire appel à l'IA, et c'est ce qu'on a développé comme outil. Et globalement, alors qu'on mettait 4h30 pour interpréter et valider 86 profils génétiques, qui correspondent à une plaque d'analyse, eh bien, on est passé avec cet outil à 1h30. Donc vous voyez qu'on a gagné considérablement en temps, et en 2024, par exemple, c'est plus de 4000 heures de travail experts qui ont été gagnées. Et avec ces heures qui sont gagnées, eh bien, d'abord, on a répondu plus vite aux attentes des requérants, des enquêteurs, des magistrats, et puis on a aussi gagné du temps pour analyser d'autres dossiers ou passer plus de temps sur des dossiers complexes. Donc là, l'IA, on le voit tout de suite, avec un outil finalement relativement simple, qui a été entraîné quand même sur 600 000 profils génétiques qui avaient été précédemment interprétés par les experts, avec le supercalculateur Jean-Zay et un réseau de neurones. Eh bien, on a réussi à développer une application à haute performance et haute fiabilité qui ne dérive pas dans le temps et qui permet donc de valider des profils simples,
mais de gagner du temps. Donc ça, c'est une première utilisation que nous avons de l'IA en génétique. Juste, pardon, donc sur certains profils, il y en a qui sont entièrement automatisés ou quand même il y a un regard humain sur tous? Il y a toujours un regard humain. Parce que le contrôle doit rester humain. En revanche, le temps passé sur le profil n'est plus du tout le même. Okay. Deuxième utilisation, exemple d'utilisation de l'IA en génétique, ce sont les traces sur les affaires de viol, les traces de sperme notamment. La recherche, pour ceux qui l'ont déjà fait ça en biologie, de spermatozoïdes sur une lame au microscope, quand vous aviez, à mon époque, au début, passé la journée à regarder des lames, vous n'aviez plus la tête à ce que vous faisiez, vous passiez parfois même peut-être des lames un peu trop rapidement. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable d'aller rechercher, identifier, détecter les spermatozoïdes, et là on va pouvoir s'attacher davantage à passer du temps sur d'autres étapes plus importantes que la seule recherche. Donc là, c'est une application qu'on a également développée à l'IRCGN et au PJGN sur la recherche de spermatozoïdes. Donc voilà 2 exemples dont je voulais vous parler en génétique, mais il y a d'autres domaines dont on pourra peut-être parler après. Pardon, j'ai un peu crié. Justement, avec vous, Laurent, on va sortir un peu de la génétique parce que vous m'expliquiez que la police scientifique, vous avez développé votre propre chat GPT, donc vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Pas tout à fait. Il y a 2 choses en fait. Donc effectivement, je rejoins le colonel Bras. L'IA, c'est vraiment quelque chose de ce qu'on appelle de disruptif. C'est une rupture technologique. Par contre, ce que je voulais juste dire, c'est que on peut pas l'isoler d'un processus de transformation numérique globale. D'accord. Souvent, on dit je vais faire une feuille de route IA, je vais avoir une stratégie IA. Avoir une stratégie IA sans stratégie de transformation numérique, ça n'a pas de sens. Et je vais l'illustrer concrètement. C'est que colonel Bras l'a aussi dit, par exemple, avec quand ils ont dû faire une éducation de leur algorithme, il leur fallait avoir de la donnée disponible. D'accord. Donc, une des clés de la transformation numérique, c'est centraliser la donnée, premier élément, et c'est avoir de la donnée de qualité. D'accord, puisque on a juste effleuré les biais. La qualité d'une IA, c'est la qualité de son apprentissage. D'accord, la qualité des données qu'on va lui donner à manger entre guillemets pour que l'IA soit bien éduquée. Et donc sans centralisation des données et sans mise en qualité des données, ça rejoint aussi les problématiques de sécurité qu'on a évoquées tout à l'heure pour le FNEG, il n'y a pas d'IA. Donc ça, je voulais juste le dire avant d'aller sur l'utilisation de l'IA générative ou des choses comme ça. Donc après, nous, pour élargir, on a des sujets aussi génétiques, mais globalement, c'est les mêmes que les collègues de la gendarmerie. Pour élargir un petit peu, effectivement, là où on s'aperçoit qu'il y a une certaine maturité de l'IA aujourd'hui, parce qu'il y a un potentiel énorme, mais il y a quand même encore des usages qui ne sont pas très matures. Par contre, sur la maturité, c'est effectivement toute l'exploitation des images. Donc sur les images, ça peut être effectivement détection de spermatozoïdes par exemple, mais ça peut être aussi tout ce qui est traitement de vidéos au sens large. Alors peu d'utilisation de la reconnaissance faciale, parce que là on est encore assez bridé en France sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais ça va être par exemple, je recherche une valise rouge sur des heures et des heures de vidéos. Ça, l'IA aujourd'hui, c'est vraiment très très bien le faire. Comme on le disait, l'IA, c'est finalement, aujourd'hui dans les textes juridiques, on a créé la notion d'assistant d'enquête. Bon, c'est une notion pour que les administratifs aident les enquêteurs. Mais finalement, l'IA, c'est un assistant d'enquête. Donc, effectivement, l'IA, en fait, elle va être souvent là pour pointer des zones d'intérêt, par exemple une séquence vidéo, mais par contre, on va toujours mettre un humain pour vérifier que c'est une valise rouge. D'accord ? Donc, tout ce qui est autour de l'analyse des vidéos. Et ensuite, deuxième pan où l'IA est très performante aujourd'hui, c'est la transcription naturelle du langage, tout ce qui est traitement naturel du langage. Donc ça, aujourd'hui, il y a pas mal de projets, que ce soit pour les auditions de mineurs, que ce soit en gendarmerie, en police. Et nous, on l'utilise, par exemple, pour retranscrire automatiquement des messages courts, donc par exemple, message WhatsApp, pour pas citer de marque. Et donc ça marche très très bien. De nouveau, c'est un assistant, ça va retranscrire avec une qualité de 95% de retranscription, et derrière, un humain va venir vérifier les segments d'intérêt. Par exemple, quand on parle de transactions de stupéfiants, on va venir vérifier vraiment la transcription. Et pour répondre à votre question, sur l'IA générative, puisque ChatGPT, quand on en parle, c'est de l'IA générative. Là, aujourd'hui, on est plus amont, pour être franc avec vous. Et là, c'est plus utiliser la puissance des IA génératives pour sa qualité de synthèse.
Ça, aujourd'hui, c'est démontré par plusieurs projets. Aujourd'hui, l'IA générative est très puissante pour faire de la synthèse. Le problème, c'est qu'on peut prendre des modèles généralistes. Alors, on ne peut pas prendre ChatGPT parce qu'on ne peut pas l'installer sur nos serveurs. Par contre, il y a des modèles qu'on peut installer sur nos serveurs. Pour ne pas faire de pub, celui de Facebook, par exemple, qui s'appelle Llama 2. Donc là, on peut l'installer sur nos serveurs. Par contre, pardon, pourquoi vous ne pouvez pas installer tel ou tel... En fait, c'est la politique de développement des sociétés ou des fondations qui fait qu'on peut, dans le jargon, on appelle ça du on-premise, c'est-à-dire soit vous pouvez télécharger les librairies, soit vous ne pouvez pas. Okay. Voilà. Donc ça, c'est la société qui développe l'IA ou qui la paramètre, qui décide ce qu'elle permet de faire ou pas. Et aujourd'hui, OpenAI, qui développe ChatGPT, ne permet pas d'utiliser ChatGPT sur nos serveurs. Par contre, elle va nous permettre d'utiliser des outils de retranscription naturelle du langage. Ça, c'est leur politique de développement qui amène ça. Et donc, pour revenir à l'IA générative, on peut installer des librairies sur nos serveurs. Par contre, évidemment, ce sont des IA qui sont quand même généralistes. Donc, il va falloir après les éduquer avec nos propres enjeux. Donc, par exemple, là, le projet qu'on est en train de voir, c'est de lui donner à manger tous les textes réglementaires qui concernent la biométrie, qui concernent au sens large la police scientifique et pourquoi pas un jour étendre à la sphère de l'investigation judiciaire. Et après, là, on aura un chat GPT, entre guillemets, qui pourra répondre et pourra faire des synthèses pour nous aider à traiter. Alors là, on est plus dans des fonctions de soutien. Ça va aider, par exemple, notre état-major à faire des notes d'analyse, à faire des propositions, par exemple, réglementaires, d'évolution réglementaire. On n'est pas dans l'opérationnel pile, mais voilà, on est dans l'amélioration quand même des outils qu'on met au bénéfice des policiers scientifiques. Une synthèse, par exemple, c'est quoi pour vous ? Une synthèse, vous prenez les 4 derniers rapports de la Cour des comptes sur la police scientifique à plusieurs années, donc c'est des pavés qui font plusieurs dizaines de pages que peu de personnes lisent, et vous allez lui dire, tiens, la Cour des comptes vient me réinterroger, c'était le cas récemment sur le trafic d'armes, vous allez lui faire synthétiser les 4 derniers rapports pour dire ce qu'avait préconisé la Cour des comptes et voir un petit peu, en gros, ça vous fait gagner du temps. En fait, c'est vraiment le caractère d'automatisation de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on parlait d'automatisation des analyses, mais là, finalement, ça vient automatiser le traitement de l'information. Et vous avez parlé aussi à un moment sur transcription spécifiquement des mineurs. Pourquoi ? Alors là, après, c'est de la priorisation de projets. Alors pourquoi ? Je sors un peu de mon cadre de compétences, mais c'est que il y avait déjà de la réglementation. Peut-être que vous pourrez en parler plus que moi. Disons, l'idée, c'est que quand on interroge des mineurs, il ne faut pas les réinterroger plusieurs fois, voilà, pour ne pas refaire vivre, etc. Donc ça, c'est plus à ce niveau-là. Et finalement, si vous voulez, il y avait déjà de la réglementation pour pouvoir filmer ces interrogatoires pour cette finalité, d'éviter de le réinterroger. Et finalement, la retranscription automatisée vient aussi dans cette optique-là d'éviter de les réinterroger et vient accélérer en fait la retranscription des interrogatoires. Enfin, c'est pas des interrogatoires, mais des témoignages des mineurs dans des cas en particulier d'agression sexuelle, des choses comme ça. Mais Yoann, au niveau juridique, on a fait des tests, là, notamment pendant les JO de Paris. On a parlé de surveillance algorithmique. Comment on peut définir ça ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le droit et dans la pratique ? Alors effectivement, vous évoquez donc ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Alors juste, il faut qu'on fasse un point parce que là, on sort un peu de nos discussions jusqu'ici, puisque maintenant, on va parler. La VSA, c'est même uniquement dans le cadre actuel de la police administrative, alors que jusqu'ici, on a beaucoup parlé de police judiciaire. En fait, la différence, c'est que la police, pour vraiment schématiser, la police judiciaire, elle répond à des infractions qui sont commises et il va y avoir des enquêtes pour trouver l'auteur, assembler les preuves et le faire condamner. Alors qu'en police administrative, on est sur un volet préventif. Et le but, c'est de déceler des comportements à risque ou qui pourraient menacer l'ordre public, si je le dis de manière simple. Et donc là, la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, elle a fait l'objet donc d'une loi d'expérimentation. C'était dans la loi de mai 2023, la loi sur les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Et donc cette loi a autorisé une expérimentation de la VSA jusqu'à fin mars 2025, jusque-là. Et là, actuellement, a priori, il y a un amendement dans la loi de transport pour prolonger cette expérimentation jusqu'à fin mars 2027. Alors concrètement, en fait, c'est quoi ? L'idée, c'est de traiter les images, c'est-à-dire que la caméra en elle-même ne change pas, il faut des caméras d'une certaine résolution, mais ce n'est pas la caméra qui change, c'est le logiciel. Il faut traiter les images avec un logiciel particulier qui est développé par certaines entreprises, logiciel qui est capable, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à un entraînement, de reconnaître certains scénarios qu'on lui a appris. Et ces scénarios, ils sont fixés par le texte réglementaire
Donc là, par exemple, pour l'expérimentation, il y avait une liste, une petite dizaine de scénarios du type aller à contresens dans un espace qui est dans un sens, un mouvement de foule, un bagage abandonné, voilà, ce genre d'éléments-là. Et ce que doit permettre la VSA, c'est de créer une alerte automatique au lieu que ce soit juste quelqu'un qui regarde en permanence les images et détecte. Là, l'idée, c'est de lui faire remonter une alerte en lui disant attention, là sur la caméra 2, en ce moment, il y a un bagage qui semble abandonné, il faudrait aller vérifier. Voilà ce que la promesse de la VSA. Donc effectivement dans la loi JO, mais en fait l'expérimentation elle était dès le début beaucoup plus que les JO, puisqu'elle pouvait concerner tout événement culturel, sportif, des concerts, etc. pendant une durée beaucoup plus large que les JO, puisque du coup de 2023 à mars 2025, et notamment aussi dans les transports. Le but c'était avec la SNCF et la RATP, dans les gares, dans les stations de métro, etc. Et donc cette expérimentation, elle a donné lieu à un rapport qui vient d'être rendu public, qui au début a fuité dans la presse et maintenant a été rendu public par un comité d'experts. Et ce que dit globalement ce rapport, pour répondre à la question de où on en est, ce que dit globalement ce rapport, c'est que ça a été beaucoup utilisé, là pendant la période d'expérimentation, mais en fait pas tant que ça utile pendant les JO, parce qu'en fait il y avait énormément de forces de l'ordre sur le terrain. Du coup, ce qui fait que c'était finalement peut-être, ce que dit le rapport, c'est que c'était peut-être même pas le meilleur cadre en fait pour le tester. Et après, ce que dit le rapport, c'est que il y a quand même beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que le rapport est assez mitigé. C'est-à-dire qu'il y a des cas où effectivement ça a pu être utile et faire intervenir des individus, des policiers sur le terrain ou des agents de sécurité sur le terrain, mais des cas d'erreur assez graves. C'est-à-dire du type, l'erreur qui est la plus marquante, qui est ressortie dans la presse, c'est que des SDF, des personnes sans domicile fixe, ont été identifiés comme des bagages abandonnés par le logiciel. Ce qui ne bougeait pas. Voilà, exactement. Donc, ce qui est légèrement problématique. Alors, les défenseurs de la VSA disent oui, mais ce n'est qu'une aide à la décision qui doit encore être entraînée. Le but, c'est de faire en sorte qu'en fait, il n'y ait pas besoin de 15 personnes devant les écrans, mais d'une personne et qui soit alertée lorsqu'il se passe quelque chose sur les écrans. Sauf que ça pose en fait un certain nombre de questions parce que déjà il y a effectivement ces erreurs, ces biais de la machine liés aux données d'entraînement, et puis il y a aussi le fait sur le principe que c'est quand même une forme d'automatisation de la décision. Même si pour le moment on dit toujours oui mais il y a le regard humain, ce n'est qu'une aide, etc. et c'est l'humain qui décide. D'accord, mais c'est le cas effectivement actuellement. Mais là, on met le pied dans quelque chose qui me semble un peu dangereux dans l'aide à la décision. À quel moment, étant donné qu'on baisse aussi les moyens humains, dans un contexte budgétaire où on baisse les moyens humains, à quel moment on ne va pas se dire c'est plus pratique que la machine fasse tout de A à Z et qu'on perde en fait le côté humain. Donc il y a à mon avis un vrai risque de ce côté-là. Et puis, je crois que la VSA aussi, elle pose problème d'un point de vue démocratique parce que en réalité là elle est passée dans la loi sur les JO comme une expérimentation. L'expérimentation va être prolongée, du coup l'amendement a été adopté, c'est pas encore voté définitivement, mais il y a 99% de chances que l'expérimentation soit prolongée. Et je vous parie aujourd'hui, 12 mars 2025, qu'elle sera finalement validée définitivement et que ça va rentrer dans notre droit. Parce qu'en fait, c'est un peu le processus classique, et que moi je trouve très problématique, des dispositifs de surveillance, qui est on passe par l'expérimentation, et ensuite on valide, parce qu'en fait tout le monde s'est habitué. Et donc on valide et on augmente progressivement le champ, etc. Il y a un certain nombre d'exemples. Le FNAEC, c'est un peu ça, parce que même si ce n'était pas une expérimentation, on a dit au début c'est que pour les auteurs de crimes sexuels, puis on l'a étendu, et aujourd'hui très étendu. Donc c'est toujours un peu le pied dans la porte une technologie, quand elle paraît un peu problématique sur le plan des droits et libertés, on l'expérimente ou on la réserve pour un cas particulier, puis on étend. Et la VSA, le risque, c'est ça. Donc, surtout que là, c'est que police administrative. En police judiciaire, il y a d'autres débats. En police judiciaire, il y a le journal Disclose qui avait notamment révélé l'utilisation du logiciel BriefCam par le ministère de l'Intérieur et notamment par les services de police judiciaire à des fins notamment de reconnaissance faciale. La VSA n'est pas de la reconnaissance faciale, mais à des fins notamment de reconnaissance faciale. Il y a un rapport du ministère de l'Intérieur qui ne dit pas grand-chose sur l'utilisation réelle de ce logiciel, qui est plus ou moins permis par un article du Code de procédure pénale sur les logiciels de rapprochement judiciaire, ça pourrait rentrer dedans. Mais tout ça est assez flou quand même sur l'usage qui en est fait.
Et juste pour conclure, et ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je crois que d'une manière générale, en fait, sur l'usage de l'IA dans toutes ces finalités-là, il faut vraiment faire des différences entre effectivement l'usage de l'IA comme aide pour l'identification de profils génétiques, etc. Ça, on peut complètement l'entendre. Par contre, l'utilisation de l'IA à des fins véritablement d'aide à la décision en matière de décisions qui ont des conséquences pour l'individu, ça pose quand même plus de difficultés. Et juste pour s'en convaincre, aux États-Unis, il y a eu un certain nombre d'utilisations qui ont pu être faites de modèles prédictifs, donc notamment pour prédire le score de récidive des individus, bon, ce qui a priori n'est pas le cas en France, hein, mais ce qui a été fait aux États-Unis. L'idée, c'était de rentrer le dossier pénal d'un individu et puis à partir d'une IA entraînée sur des centaines, des milliers de profils et d'affaires, etc., essayer de savoir si l'individu allait récidiver. Ce qui est toujours un combat, enfin ce qui est une quête permanente des services, des SPIP, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des juges, etc. Savoir si un individu va récidiver, c'est la grande question. Et ce qu'ont montré ces expérimentations aux États-Unis, c'est que globalement, si vous étiez de couleur noire ou si vous viviez dans une banlieue défavorisée, curieusement, vous aviez un score de récidive qui était beaucoup plus élevé que si vous étiez riche et que vous étiez blanc et que vous étiez et vous étiez favorisé de manière générale. Donc ça, il faut s'en méfier parce que là, ce biais, il est évidemment pas volontaire. On n'a pas volontairement dit à l'IA de faire ça. C'est juste que l'IA a été entraînée sur des centaines et des centaines d'affaires dans lequel il y avait une surreprésentation pour de multiples raisons de ce type de population, et donc l'IA qui ne fait que appliquer un modèle mathématique va dire, puisqu'ils sont surreprésentés, c'est qu'ils sont plus susceptibles de récidiver. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention où on met l'IA et quand même avancer avec des réserves, quoi. Laurent, je vous voyais réagir là justement. Oui, j'ai quelques points, peut-être pas de désaccord, mais de précision. Ça a été dit rapidement, mais ça, c'est très important pour le débat public, qu'on comprenne de quoi on parle. Et là, justement, c'est l'exemple typique où si on peut faire des petits raccourcis parfois qui amènent une confusion du débat sur l'IA et en particulier la reconnaissance faciale. Est-ce qu'on parle de cadre administratif, c'est-à-dire, comme l'a dit mon collègue, pas de commission d'infraction, ou est-ce qu'on parle d'infraction? Et l'exemple de Briefcam est bon parce que, par exemple, quand on parle effectivement de surveillance algorithmique dans le cadre des JO, on était dans un cadre administratif, comme ça a été dit. Par contre, si on parle de Briefcam, on est dans un cadre judiciaire. Donc c'est très important. C'est pas quelque chose qui apparaît souvent dans le grand public, mais c'est très important. Donc aujourd'hui, nous, notre demande clairement par exemple sur la reconnaissance faciale qui implique l'utilisation de l'IA, il faut être clair aujourd'hui dans les algorithmes modernes, c'est qu'on nous laisse travailler avec des outils post-événement. C'est-à-dire, je vous décris la situation d'aujourd'hui, qui est celle-là. Si demain il y a un attentat, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas dans une grande ville française, on va récupérer des heures et des heures de vidéos. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des bataillons d'opérateurs humains pour aller voir si on retrouve le visage de la personne qu'on recherche. C'est ça la situation aujourd'hui qu'il faut quand même expliquer. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on veut, quitte à après avoir vraiment de la proportionnalité, c'est-à-dire le réserver à un certain nombre d'événements graves, etc. Donc après, on peut discuter sur le niveau de gravité des événements, qu'on puisse automatiser de la recherche d'individus, par exemple, sur des vidéos qu'on aurait récupérées, parce qu'aujourd'hui, de ne pas pouvoir le faire, si vous voulez, ça paraît... Colonel Brard l'a dit tout à l'heure, je veux dire, l'IA, aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais les technologies sont sorties quand même il y a plusieurs années. Aujourd'hui, sur certains usages, on a un niveau de maturité. Effectivement, la détection d'événements, comme ça a été dit, là, en fait, il peut y avoir beaucoup de... Comme c'est une approche probabiliste, si vous avez beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs, de toute façon, ce n'est pas le cadre juridique qui arrêtera l'utilisation, c'est les opérateurs eux-mêmes. Je vous dis franchement, parce que mobiliser, par exemple, pour des cas de faux positifs, des forces de sécurité, des machins, c'est les préfets eux-mêmes qui diront « Mais attendez, je ne veux pas de cet outil. » Je veux dire, il n'y a pas besoin du cadre juridique, certainement, pour arrêter de l'utiliser. Les gens veulent quand même des outils performants opérationnellement. C'est la généralité pour toutes les forces de sécurité intérieure et pour toute personne qui utilise une technologie de toute façon. Donc ça, c'est un premier point. Discernons bien le cadre administratif du cadre judiciaire et soyons clairs et ne faisons pas de raccourcis. Donc voilà, c'est juste le point que je voulais souligner. Rebondir. Et après on passera la parole à Frédéric et puis ça sera au tour du public. Très court, mais parce qu'on a évoqué la reconnaissance faciale, juste pour le clarifier dans un cadre, l'expliquer dans un cadre judiciaire. Aujourd'hui, la reconnaissance faciale en France, elle n'est permise que dans un seul fichier qui s'appelle le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires, qui est le principal fichier policier, en tout cas de traitement des individus, puisque c'est une fusion en fait du STIC et du JUDEX, qui étaient deux fichiers de police et de gendarmerie. Fichier TAJ qui comprend des millions de fiches. Et le fichier TAJ, il comprend notamment la photographie, le signalement et la photographie de l'individu.
Et le texte réglementaire qui prévoit le fichiétage prévoit que la photographie est accompagnée d'un module de reconnaissance faciale. Donc on peut aujourd'hui utiliser le fichiétage pour faire de la reconnaissance faciale. C'est aujourd'hui le seul cadre juridique qui existe en police judiciaire pour faire de la reconnaissance faciale. Mais c'est un cadre qui, à mon avis, ne satisfait pas grand monde. Parce que d'un point de vue juridique, déjà, c'est très peu précis. C'est vraiment une ligne dans le texte réglementaire, c'est tout, qui nous dit qu'il y a un module de reconnaissance faciale, alors que c'est quand même quelque chose de particulièrement attentatoire aux libertés. Donc il mériterait à minima d'être précisé, mieux encadré, etc. Et qui, à mon avis, ne satisfait pas non plus, j'imagine, les forces de l'ordre, parce que c'est pas très clair une fois de plus, on ne sait pas véritablement dans quel cadre on peut l'utiliser ou autre. Donc voilà, aujourd'hui c'est le seul cadre de la reconnaissance faciale, c'est juste ce que je voulais préciser. Frédéric Brun, vous voulez réagir peut-être pas trop longuement, après il nous reste un petit quart d'heure, on laissera la parole. Je voudrais juste dire que nos intentions, d'une manière générale, ne sont pas mauvaises. Je pense que dans l'IA, on a toujours tendance, lorsqu'on a des discussions, évidemment, on peut raisonner avec une pensée négative, mais nos intentions, c'est vraiment le gain de temps. Dans l'enquête, vous savez, les premiers instants sont déterminants dans la résolution des enquêtes, en particulier les affaires criminelles graves. Plus on ira vite, plus on libérera du temps, et je pense notamment à l'analyse des vidéos, et plus on aura de chances de résoudre les enquêtes. Donc il faut vraiment penser aux victimes. Je pense qu'on a parfois tendance à les oublier, mais derrière tous ces crimes, derrière toutes ces infractions, il y a des victimes. Et plus les enquêteurs auront les moyens d'avancer vite, et plus on aura la chance de résoudre les affaires. Donc je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit, tout en maintenant, bien sûr, et en préservant les libertés individuelles. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc voilà le commentaire que je voulais faire sur ce point. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il nous reste un quart d'heure, donc je pense que, à mon avis, ça va susciter du débat au fond. Vous aviez... Oui. Ah, pardon, c'est... Rebonjour. Vous n'avez pas évoqué Anacrime. De quelle manière est-ce que ça pourrait évoluer avec l'IA? En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sans parler d'Anacrime, mais lorsqu'on dispose de données... ce sont des applis, des logiciels, des applications qui nous permettent de rapprocher des éléments dans les affaires. C'est-à-dire qu'on est capable de créer des liens entre des faits, entre des individus, entre des véhicules. Bref, essayer de faire une carte mentale dynamique de l'ensemble des éléments dont on peut disposer dans le cadre d'une affaire. Et en réalité, ce que je disais, c'est qu'avec l'IA, on va être capable, et on est quasiment capable, si le droit nous y autorise, finalement, d'exploiter de façon optimale l'ensemble des données qui sont détenues pour faire des rapprochements, créer des liens et mettre en évidence des événements qui ne sont pas forcément visibles ou interprétables par un opérateur facilement. Donc évidemment que l'IA va contribuer à développer ces capacités que nous avons développées, mais d'une manière plus humaine, sans l'aide de l'IA jusqu'à présent. Excusez-moi, ma question va peut-être un peu naïve, mais aussi un petit peu technique. Aujourd'hui, comparer des données, on le voit bien qu'au niveau génétique, vous avez des données de même nature. Je suppose que du coup, l'enregistrement de vos données d'enquête, elles ont une forme de normalisation pour comparer des choses comparables ou rapprocher des choses qui peuvent l'être. Enfin, voilà, c'est très naïf, mais un peu comment ça fonctionne sur l'enregistrement de vos données, en fait. Oui, c'est une question intéressante parce que ça rejoint des sujets qui me plaisent bien au niveau de transformation numérique. En fait, pour que les gens comprennent le débat, en fait, soit on parle de données ce qu'on appelle structurées, soit non structurées. D'accord ? Donc les données structurées, si je prends l'exemple pour relier avec le sujet des empreintes génétiques, quand je vais mettre des données d'empreintes génétiques dans le fichier national des empreintes génétiques, là, on a vraiment affaire à une donnée qui est structurée, c'est-à-dire qu'on définit les valeurs qu'on attend, le nombre de marqueurs, par exemple, qu'on évoquait, etc. Donc là, en gros, si vous voulez, il n'y a pas de surprise, effectivement, quand on va venir comparer, même au niveau européen, on va bien comparer la même chose. Donc ça, c'est première situation. Deuxième situation. Et là, c'est vrai que souvent, pour comparer des données structurées,
évidemment, on peut utiliser de l'IA, mais on n'est pas revenu, mais c'est une notion intéressante de la frugalité. C'est-à-dire, si vous voulez, ça ne sert à rien de prendre un canon pour tuer une mouche. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est un buzzword, mais si on n'en a pas besoin, autant, franchement, ne pas l'utiliser. Ça fera gagner quand même de l'argent et peut-être des sujets. Voilà, on est sur une notion professionnelle, à la limite technologique, pas nécessairement juridique. Et parfois, il va y avoir des données non structurées, et c'est là où l'hétérogénéité survient. D'accord, parce que si on reprend l'exemple de nouveau génétique, quand j'analyse des profils génétiques qui peuvent être des pics de couleurs, bah là évidemment la structuration des données peut être beaucoup plus variable suivant le logiciel que j'utilise. Et là effectivement, on va avoir des données hétérogènes. Et là effectivement, l'IA est plus puissante que les algorithmes conventionnels. Je te laisse compléter, Frédéric. Oui, mais je pense qu'on y travaille. On a fait l'expérimentation au logiciel de la gendarmerie, où on s'est rendu compte, effectivement, lorsqu'on comparait ce qu'était capable de faire l'IA sur de la donnée et ce que l'homme était capable de faire, eh bien, on voyait quelques divergences, quelques erreurs de l'IA. Mais simplement parce qu'il faut aussi apprendre à utiliser des mots-clés, apprendre à bien catégoriser, classifier son information. Et lorsqu'on le fait, on améliore. Mais il y a encore aujourd'hui, dans les expérimentations que l'on fait, des différences. L'homme reste in fine, je parlais de contrôle humain, là encore dans mon propos initial, meilleur que la machine sur un certain nombre de points. Donc voilà. Mais la machine va apprendre et apprend vite. Bonjour. Je me demandais justement, est-ce que les enquêteurs ils sont réticents quant à l'utilisation de l'IA dans les enquêtes, notamment du fait qu'il y a eu pas mal de faux positifs ou de faux négatifs pendant les JO. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour les convaincre d'utiliser l'IA dans les enquêtes ? Je vais répondre simplement. Je vous propose de passer 24 heures devant une vidéo à regarder des films où il n'y a personne. Et puis, je vous propose d'aller prendre un café et le faire faire par la machine. Vous avez la réponse. La conviction, elle passera par l'exemple. Je pense qu'au fur et à mesure, on va répondre à des besoins. Il ne faut pas oublier, alors c'est un travail que l'on fait aussi. Notre objectif en centrale, c'est de répondre aux besoins du terrain. Et donc, on a organisé la remontée d'informations de façon à bien comprendre les besoins du terrain. Et l'une des forces de la gendarmerie, c'est d'ailleurs d'envoyer régulièrement les officiers et les sous-officiers sur le terrain et de les faire revenir en centrale de façon à bien comprendre les problématiques. Les problématiques du terrain ne sont pas les mêmes que celles que nous avons en centrale. Et donc, une fois qu'on a bien intégré les problématiques, qu'on fait remonter les besoins du terrain, eh bien, on peut y répondre. Et puis, on fait des études, on fait des études pilotes avant de mettre en place des solutions. On implique. Je ne vous ai pas parlé d'un projet que nous avons développé en matière d'IA, qui est celui de la détermination de l'exploitabilité des empreintes digitales. Avant de mettre en place une application qui est aujourd'hui sur le terrain dans les unités de gendarmerie, qui permet de déterminer si une empreinte digitale, par exemple, retrouvée sur une scène d'infraction, va être exploitable ou pas. Ce n'est pas la peine de perdre du temps si elle sera inutilisable, si elle ne sera pas enregistrable au FAET, par exemple, et non exploitable. Eh bien, on les a fait participer. On a impliqué les experts de l'IRCGN, on a impliqué des gens du terrain, on a fait des études pilotes, et ils ont naturellement, finalement, accueilli l'outil. Donc, de cette manière, finalement, par l'adhésion, on arrive à faire intégrer ces outils, et les gens comprennent très très vite l'intérêt de ces outils, comme dans l'exemple que je prenais dans mon début de propos. Oui, pour revenir sur mon propos de dire l'IA, il ne faut pas le séparer de la transformation numérique. En fait, ce que vous évoquez, on l'a dans tous les sujets de transformation numérique. C'est-à-dire, j'emmène des outils numériques à des agents, à des collègues. Comment ils vont adopter l'approche ? Je rejoins Frédéric, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, et ça rejoint la difficulté des expérimentations. Le problème, si on n'expérimente pas, nous aussi, on a besoin, mais pas que pour des questions juridiques, de mettre les outils dans les mains pour savoir, ne serait-ce que si c'est utile, en fait, si vous voulez. Parce que nous, on est plutôt dans les structures centrales. Des fois, voilà, vous pouvez brainstormer, faire des PowerPoint, mais peut-être qu'en fait, vos idées ne sont pas applicables sur le terrain. Donc, le tester, c'est montrer l'applicabilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche centrée utilisateur, c'est-à-dire on essaye de mettre dans les mains de l'utilisateur final les outils. Mais effectivement, après, comme il y a un caractère parfois d'automatisation, et l'exemple du papillaire est bon, c'est-à-dire les gens qui mettent des points caractéristiques sur des empreintes, on appelle ça des traceurs. Aujourd'hui, par exemple, le fichier des empreintes digitales, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on pourrait faire une table ronde dessus, parce qu'il y a des enjeux aussi importants, globalement, permet déjà d'automatiser la positionnement des points. On sait très bien que certains traceurs, ça beau l'automatiser, il n'y a pas d'IA, c'est de l'automatisation avec des algorithmes conventionnels, mais parfois ils enlèvent tous les points pour les remettre eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ça contredit un peu ce que dit Frédéric, mais il a raison. Par exemple, dans le traitement naturel du langage, si on automatise toute la retranscription, personne ne va aller le faire à la main. Par contre, parfois, les experts
l'expert, c'est vraiment une espèce spéciale. Il veut conserver quand même sa prééminence. Et donc ça, oui. Alors, donc suivant les outils que l'on déploie, suivant à qui on s'adresse, va falloir plus ou moins d'efforts pour faire accepter l'outil. Et le petit sujet aussi sur l'expérimentation, souvent, on prend quand même des services plutôt volontaires qui sont motivés. Donc ça va pouvoir bien se passer. Le problème, c'est la massification de l'usage. Là, vous vous adressez à toute votre population d'intérêt, tous vos agents. Et donc là, vous allez tomber sur des gens qui sont clairement réfractaires au numérique et que ça peut être de l'IA ou autre chose, ça sera la même chose. Et là, il faut de la conviction. Il y a du hiérarchique aussi. Hein. Après, on est dans une structure hiérarchique. Donc voilà, donc c'est vraiment de l'accompagnement, mais c'est propre à toute la transformation numérique. C'est pas propre à l'IA. Juste pour réagir aussi, je pense que l'importance, c'est l'importance de la formation aussi des personnels. C'est par exemple sur la VSA, c'est pointé explicitement par le rapport à la fin dans les recommandations. Ils préconisent de mieux former les utilisateurs qui sont derrière les écrans et qui reçoivent les informations à plein de points de vue, et notamment un point de vue éthique, et aussi bien prendre conscience de tous les biais humains qui peuvent être liés à l'utilisation de ces dispositifs. Je pense notamment au biais d'automatisation qui est très étudié par les psychologues, qui est l'idée que si la machine dit quelque chose, il y a quand même une tendance à obéir à la machine, en fait inconsciente, et croire la machine, et donc notamment croire à l'intelligence artificielle. Et même si on essaye de prendre du recul, il y a toujours aussi le biais d'ancrage, c'est-à-dire que si la machine dit quelque chose en premier, on a toujours tendance à se référer par rapport à ce qu'elle dit, et pas en soi, de manière générale. Et donc tous ces biais, c'est important d'en prendre conscience et d'en être formé pour mieux utiliser, et de manière plus éthique et de manière plus cohérente ces dispositifs. Ouais, je voudrais là aussi réagir. Il y a quelque chose de très intéressant qui vient d'être dit, c'est apprendre à utiliser. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne ça, et on le voit avec nos enfants, avec ChatGPT. C'est-à-dire que vous pouvez commencer un devoir qui vous est donné sur un sujet, sur une thématique quelconque, en utilisant ChatGPT. Vous pouvez faire votre devoir et ensuite compléter avec ChatGPT. Et je pense que si on apprend à mieux utiliser, à s'approprier l'IA et à bien l'utiliser, alors on va en tirer le meilleur. Et je pense que c'est un outil avec une puissance extraordinaire de cette manière-là. Je ne sais pas s'il faut vous rassurer, mais il faut aussi savoir que l'Europe encadre l'utilisation de l'IA par le biais de l'IA Act, en définissant aussi des risques, ce qui était évoqué tout à l'heure en matière de risques. Il y a, je crois, 4 niveaux de risques qui sont définis et qui vont permettre un bon usage de l'IA. Donc je pense qu'en s'appropriant l'IA, en apprenant, parce que finalement, on n'est pas né avec l'IA, on le découvre les uns les autres au fur et à mesure dans nos domaines respectifs et dans notre vie quotidienne. L'IA va envahir de toute façon notre vie quotidienne, mais en s'appropriant l'IA, en ayant une bonne utilisation et dans la manière où le législateur a choisi d'encadrer cette IA pour un usage raisonnable, je pense qu'on a tout à y gagner. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a l'habitude de se comparer dans les différents pays et qu'on ne comprendrait pas, en matière d'enquête, que des moyens puissent être déployés dans un pays et qu'on ait la chance de trouver des auteurs dans un pays et pas dans un autre. À un moment donné, il faut trouver un équilibre, effectivement, mais il faut aussi que les moyens d'enquête permettent de trouver les auteurs d'infractions. C'est aussi l'objet, le but final de tout cela. Peut-être quelque chose, après je vous donne la parole, mais juste quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, en fait, c'est que tous ces outils, il y en a beaucoup qui sont développés essentiellement par les États-Unis. La situation politique est changeante aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des risques de fuite de données en utilisant certains modèles, certains logiciels ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça fait partie de l'éducation qu'évoquait Frédéric, c'est qu'il faut éduquer les gens à la culture de la donnée. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai droit de mettre sur Internet, qu'est-ce que je n'ai pas droit de mettre sur Internet. Je reprends les exemples rapidement. Les rapports de la Cour des comptes, c'est des rapports publics. Je veux les mettre les 4 dans le ChatGPT, lui faire une synthèse. Il n'y a pas de difficulté, je veux dire, c'est déjà public. Je veux utiliser de la donnée d'enquête, là évidemment, je ne vais pas interroger ChatGPT avec de la donnée d'enquête. Donc on en revient sur ce que je disais tout à l'heure, quel outil je peux utiliser sur mes serveurs à moi ? Et là, si vous voulez, ça revient à la question sur la sécurité des données, il n'y aura pas de fuite potentiellement. Par contre, il peut y avoir quand même, ne soyons pas naïfs, il faut quand même une expertise du code que l'on va déposer sur nos serveurs. Donc il y a quand même, là c'est pas le côté protection des données et fuite, c'est le côté qu'est-ce que je mets sur mes serveurs et attention à ce que je mets sur mes serveurs. Mais c'est pas nécessairement, les États-Unis sont pas nécessairement ciblés, ça peut être n'importe quel pays. Aujourd'hui, les attaques, les cyberattaques, et ça peut arriver, si vous voulez, aussi avec un éditeur conventionnel. C'est pas propre à l'IA de nouveau. C'est pour ça que je parle toujours moi plutôt de transformation numérique que juste d'IA. Ça peut arriver avec un logiciel tout à fait conventionnel que vous achetez sur étagère et que vous mettez sur vos serveurs.
je voulais juste compléter en disant que l'Europe, au sein de l'Europe en tout cas, ont développé des outils qu'on partage au travers d'Europol, puisqu'il y a une plateforme de partage d'outils. Et donc, on fait attention à cela. Et puis, il faut accepter l'idée que, effectivement, la donnée d'enquête, ça ne se met pas n'importe où. C'est pour ça qu'on développe l'équivalent de ChatGPT avec l'utilisation de modèles, de grands modèles de langage, nos propres systèmes, de façon à pouvoir, en interne, exploiter notre donnée. Tout ce qui est mis sur des applications comme ChatGPT, il faut accepter que ce soit abandonné, que ce soit donné. Donc évidemment, jamais de données d'enquête. On a développé, nous également, on a créé un comité d'éthique au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie, là encore, avant de démarrer toute expérimentation, toute étude, tout développement, pour traiter de tous ces sujets. Là aussi, c'est une évolution, mais ça fait partie de l'esprit général et du bon usage de ces nouvelles technologies. Bonjour, moi j'avais une question plus par rapport à la collaboration entre les enquêteurs donc policiers et les enquêteurs journalistes, et notamment s'ils ont accès au service de l'IA dont vous parlez. Voilà. Comme je vous disais, c'est toujours pareil. Est-ce que je suis sur mes serveurs ou est-ce que je suis sur Internet? Si je suis sur mes serveurs, il n'y a que les gens qui sont employés par le ministère, ce qu'on appelle les agents, que ce soit des policiers ou des gendarmes, qui auront accès aux données, qui auront accès aux informations. Donc du coup, non. Alors après, parfois, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des usages de l'IA qui sont développés pour les usagers. Je vous donne un exemple très concret, qui est la plainte en ligne. Donc c'est un déploiement qui est en cours en ce moment. Et là, on peut imaginer que de l'IA est utilisée, par exemple, pour mieux caractériser l'infraction. Parce que c'est pas facile, quand quelqu'un déclare une infraction, de savoir... Tout à l'heure, on parlait des infractions, il y a une piste pour bien les catégoriser, c'est atteinte au bien ou atteinte aux personnes. Déjà, ça structure le débat. Donc voilà, vous êtes en train de rentrer des circonstances de ce qui vous est arrivé. On peut penser qu'une IA... Comme c'est de la donnée, ce qu'on disait tout à l'heure pour faire un lien avec ce qu'on disait non structuré, quand vous mettez des phrases, c'est non structuré. Là, des modèles de langage vont pouvoir essayer de caractériser si c'est une atteinte au bien ou une atteinte aux personnes. Et peut-être, du coup, orienter votre plainte sur un service spécialisé dans l'atteinte aux personnes ou dans l'atteinte au bien. Donc ça, c'est un exemple concret pour les usagers, pas nécessairement pour les journalistes, mais là, du coup, on est sur une exposition toujours pareil, Internet et pas sur nos serveurs. On arrive à la fin, mais peut-être si votre question peut être rapide, je ne sais pas si on doit libérer la salle tout de suite, s'il y a des organisateurs des assises. On va quand même libérer dans Allez, dernière question, s'il vous plaît. Bonjour. Je pense qu'il y a un élément de créativité sans doute dans votre travail, dans le travail de vos enquêteurs, qu'il y a dans le travail des journalistes, c'est-à-dire l'intuition, le sentiment qu'il y a un tout petit truc à tel endroit, mais en réalité qui est très important, non répétitif. Comment est-ce que vous pensez que ça peut s'articuler avec l'IA? D'abord, est-ce que vous avez ce sujet-là aussi, vous? Comment est-ce que vous pensez que ça peut s'articuler avec l'IA? Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement de perte de cet élément-là de créativité? Moi, j'appelle ça créativité, mais bon. Non, je ne pense pas, bien au contraire. Je vous ai dit tout à l'heure, l'IA ose tout, l'enquêteur aussi. Ce que l'on constate vis-à-vis de l'IA, lorsqu'on exploite la donnée, c'est qu'un enquêteur face à une machine pose davantage de questions, bonnes et mauvaises, que lorsqu'il est dans un groupe d'enquête. Ce qui veut dire que finalement, l'IA peut libérer l'esprit, libérer la parole, et donc permettre à l'enquêteur qui est intuitif, d'aller toujours dans le même sens, et il se permettra d'y aller d'autant plus que ça ira de plus en plus vite. Donc je pense pas. Je pense que la créativité sera maintenue, bien au contraire. Dernière réaction, on s'arrête là. Je vois que la plupart des gens sont déjà en train de partir. Merci beaucoup à tous les trois, Frédéric Ward de la gendarmerie, Johan de l'Université Bordeaux-Montaigne et Laurent de la police scientifique. Et merci à la GSPI pour l'organisation et aux assises.